Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je prends la parole aujourd'hui pour signaler la grande déception que nous ressentons comme conservateurs à la suite du dépôt de ce budget, qu'on pourrait qualifier de très mauvais budget, déposé le jeudi juste avant le congé des Pâques. Et je me souviens d'une époque où on nous disait que les conservateurs étaient de mauvaise foi en déposant des projets de loi ou des budgets juste avant les longs congés. Et voilà, la transparence de ce gouvernement libéral n'est pas tout à fait au goût du jour. Donc, nous sommes déçus parce qu'il s'agit d'un document qui présente encore une fois une vision avec des lunettes roses totalement des finances publiques du Canada et qui, au lieu de viser un retour à l'équilibre budgétaire, a fait l'objet d'une panoplie de nouvelles dépenses non ponctuelles, mais bien récurrentes, finançant de nouveaux programmes pour acheter, je dis bien acheter, l'appui du NPD. On a su bien avant la pandémie qu'un budget, ça ne s'équilibrait pas seul ou par lui-même. Le gouvernement libéral était en déficit bien avant la pandémie. Il a dû encourir un déficit pendant la pandémie et on convient que c'était nécessaire de le faire. Mais là, l'économie a repris à plein régime et les revenus de l'État ont augmenté de façon drastique, en grande partie due à l'inflation et au coût de l'augmentation des produits de l'énergie, dont le pétrole et le gaz. Les libéraux sont encore en déficit et ils prévoient en faire encore pour au moins 5 ans, ce qui est totalement absurde. Le gouvernement va venir nous dire que c'est pour stimuler et que les revenus additionnels générés par l'inflation vont éclipser le déficit et affaiblir le niveau de dette avec son fameux ratio de dette PIB qu'il aime tant brandir à toutes les occasions qu'il a l'occasion de le faire. Et pourtant. Or, il y a de grandes différences entre des déficits encourus par le passé suite à des crises économiques comme la Grande Dépression, la Deuxième Guerre mondiale ou même la crise financière de 2008-2009 qui était comparée à celle des années 30, d'un côté, et le déficit actuel. Durant la période de guerre et d'après-guerre, beaucoup d'argent était destiné à la construction d'infrastructures durables pour que la population puisse continuer à en servir, et même encore aujourd'hui, nous avons ces infrastructures. Le gouvernement de l'époque a eu la prévoyance de dépenser quand le chômage était élevé et que les coûts de construction étaient nettement plus faibles. Et ces sommes ont été remboursées au cours du temps et bien des choses bâties à l'époque demeurent encore viables aujourd'hui. On n'a qu'à parler à plusieurs de nos ponts, donc qui traversent évidemment le Canada et l'ensemble de nos rivières. On a dû faire des choix. On a fait des choses similaires par le passé sous l'ancien gouvernement conservateur, bien sûr, puisque dans le plan de relance qui a servi à bâtir des infrastructures communautaires qui sont devenues indispensables pour les communautés et les collectivités dans nos régions, particulièrement dans les régions rurales. Les gens d'aujourd'hui et de demain bénéficient des investissements de ce gouvernement Harper de l'époque, où j'étais en 2009-2011 présent, bien sûr avec eux, pour essentiellement investir dans les infrastructures de nos collectivités. Mais essentiellement, toutes les nouvelles dépenses qui figurent dans le budget présenté par la ministre des Finances iront à la création de nouveaux programmes gouvernementaux, qui exigés évidemment par le Parti néo-démocrate. Mais comme si les libéraux n'en avaient pas déjà assez dans leur assiette, ils se lancent maintenant dans les champs de compétences, Madame la Présidente. Et là, on a qu'à parler, on parle des garderies, des soins dentaires, et j'en passe. Donc, c'est des champs de compétences. Et là, on va mettre des milliards de dollars. Et en plus, on va imposer des conditions, ce qui est tout à fait illégitime de la part du... En fait, je ne dirais pas illégitime, mais à tout le moins non, très mal accueilli de la part des provinces canadiennes. Donc, voici la différence. Une infrastructure se bâtit de façon ponctuelle et les coûts empruntés sont absorbés sur une longue période et le poids proportionnel d'un tel engagement financier diminue avec le temps. Un nouveau programme, cependant, exige un apport annuel de fonds qui demeureront pas stables ou en diminution au cours des années. On l'a vécu, bien sûr, dernièrement. Les coûts ne peuvent qu'augmenter. Et c'est écrit dans le ciel qu'ils vont continuer à augmenter avec l'inflation. Donc, croyez-vous sincèrement, Madame la Présidente, que les éducatrices et que les dentistes ne vont pas à leur tour demander des augmentations de salaire ou d'honoraires alors que l'inflation atteint 6,7 %? Donc, c'est encore là écrit dans le ciel, Madame la Présidente. Le budget n'est même pas voté et déjà les calculs sont désuets. Item pour les taux d'intérêt de la Banque du Canada. La Banque du Canada n'a aujourd'hui pas le choix d'augmenter pour lutter contre cette inflation. On demandait déjà ça il y a plus d'1 an au gouvernement de s'assurer que les taux d'intérêt
serait adéquat. Et là, bien sûr, qui a cru qu'en quelques mois seulement, les taux d'intérêt passeraient d'un quart de point à 1 point. Et on estime qu'ils pourront, et ce n'est pas terminé, on estime qu'ils pourraient monter à près de 2 d'ici quelques mois. En adoptant de nouveaux programmes qui ne sont pas financés par les impôts actuels, mais bien par des déficits, on ne crée pas, c'est avec de l'argent emprunté qu'on va repayer plus tard. Donc, inévitablement, il y a des coûts associés à ça et on estime que les coûts d'intérêt sont faramineux et seront faramineux pour le gouvernement fédéral et que ces coûts, les coûts d'intérêt vont représenter l'augmentation que l'ensemble des provinces demandent en transfert en santé à chaque année. Donc, imaginez. Donc, Madame la Présidente, nous réalisons des sondages. Bien sûr qu'on réalise des sondages. Les médias réalisent des sondages. L'ensemble des partis politiques réalisent des sondages. Et le gouvernement réalise des sondages. Et qu'est-ce qui ressort le plus souvent, vous pensez? Le coût de la vie, le coût de la vie, le coût de la vie. Ça, c'est ce qu'on vit actuellement. Une visite chez le dentiste, ça coûte cher. Ça coûte quelques centaines de dollars. Mais rien ne coûte aussi cher pour les jeunes et moins jeunes n'ayant pas déjà une maison en leur nom que le prix du logement. Le gouvernement peut bien prétendre que la hausse des prix ahurissante connue dans les dernières années est un phénomène mondial et inévitable. On ressentait l'attitude défaitiste de la ministre des Finances lors de sa présentation du budget dans cette Chambre le jeudi avant Pâques et dans les entrevues médiatiques réalisées dans les heures qui ont suivi. La mauvaise gestion économique des libéraux fédéraux depuis 2015 a fait en sorte que l'immobilier soit devenu le seul secteur économique attrayant pour les investisseurs, au point tel que de 30 à 40 des maisons au Canada ne sont pas détenues par des familles pour se loger eux-mêmes ou elles-mêmes, mais sont des véhicules d'investissement pour des gens ayant déjà une autre demeure en leur nom. Madame la Présidente, j'arrive d'un voyage dans l'Ouest canadien, à Jasper et à Banff. Écoutez, il y a des travailleurs de la construction qui travaillent dans ces coins-là, particulièrement sur le pipeline Trans Mountain. Et ces gens-là se font attribuer un montant d'argent pour être capable de se loger. Juste pour louer une chambre dans un sous-sol d'une maison, ça coûte 3 500 $ par mois, Madame la Présidente. C'est complètement débile. C'est fou raide, là. Ça n'a plus de sens. Et les budgets ne semblent pas vouloir reconnaître cette réalité. Je vous dirais même cette aberration. Le prix moyen d'une maison au Canada est rendu à plus de 850 000 $, Madame la Présidente. On parle ici du prix moyen, mais c'est pas rare de voir des maisons pourtant bien modestes à certains endroits osciller entre 1,5 et 2 millions de dollars. On ne parle pas de quartier UP de Londres, de New York ou de Singapour, Madame la Présidente. On parle bien des Toronto, des quartiers de banlieue de Toronto. Plusieurs jeunes des générations Y et Z n'ont plus aucun espoir d'accéder à la propriété et le temps presse si ces gens-là veulent même espérer être en mesure d'avoir un chez-soi, rembourser l'hypothèque et ensuite épargner de façon diversifiée pour être en mesure de prendre leur retraite à 65 ans. Car contrairement à la croyance populaire, une maison, ce n'est pas un plan de retraite. Les murs, ça ne se mange pas. Si on veut pas les vendre, si on les vend, on ne trouve pas grand-chose moins cher pour vivre. Et prendre une hypothèque inversée fait essentiellement en sorte que la maison que nous avons travaillé toute notre vie ira directement au profit des banques plutôt que vos enfants lors de votre décès. Il ne semble pas y avoir de sentiment d'urgence du côté des libéraux, encore moins du NPD, qui les appuie pour de s'attaquer à ce problème. Dans certains cas, ils cherchent même à les normaliser. On le remarque en voyant le plafond du nouveau CELI-App, pour faciliter l'accès à la propriété. Imaginez, 8 000 $ par année que vous pouvez atteindre, donc pendant 5 ans, vous pouvez atteindre 40 000 d'épargne. 40 000 d'épargne pour des jeunes qui gagnent en moyenne 50 000 par année, on s'entend-tu que juste économiser 8 000 $ avec les coûts de la vie actuelle, c'est très difficile. Cela représente la mise de fonds de 5 % pour une propriété de 800 000 $. Est-ce que le gouvernement trouve normal et acceptable qu'un jeune ou un couple, aujourd'hui, commence la vie avec une dette de 760 000 $ dans le rouge parce que les maisons valent en moyenne 800 000. Si le gouvernement estime que ça prend 5 ans d'épargne pour ramasser la mise de fonds de 5 %, comment pense-t-il que ces gens-là arriveront à rembourser l'autre 95 % en 25 ans? Tous les planificateurs financiers vont dire que les prix acceptables d'une maison devraient se situer en autour 3 fois le salaire de l'acheteur. Selon Statistique Canada, en 2019, le salaire moyen au Canada était de 51 740. Donc, si on multiplie ça par 3, ça fait à peu près 155 000. Les maisons à 155 000, essayez de m'en trouver au Canada, il n'en reste plus. J'en ai encore dans mon comté, mais je vais vous dire, c'est pas des grosses maisons. Alors, évidemment, j'ai pas fini mon texte, madame. Là, vous êtes en train de me dire que j'ai terminé. Malheureusement, j'espère être capable de répondre aux questions de mes collègues.
Les jeunes sont totalement hypothéqués pour leur futur actuellement. Ça n'a aucun sens. Et tous ces déficits, Madame la Présidente, que le gouvernement a ajoutés depuis les 7 dernières années, va compliquer la vie des jeunes pour leur avenir, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Questions and comments. Questions et commentaires. The Honourable Parliament. Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement en Chambre. Merci, Madame la Présidente. Le député a parlé des déficits. Il faut tenir compte du fait que ces dernières années, oui, le gouvernement a beaucoup dépensé. Nous avons dépensé pour soutenir les Canadiens, les petites entreprises. On parle des gens qui se sont retrouvés sans chèque de paye. On parle aussi des entreprises qui avaient besoin d'aide, comme des subventions salariales et des subventions au loyer. Le Canada peut donc ainsi mieux se remettre de la pandémie. Et on le voit avec la croissance du nombre d'emplois. Notre économie continue d'être meilleure que celle des autres pays du G7. Le député de l'autre côté, a-t-il des remords ou des regrets? Parce que les conservateurs n'ont pas soutenu certaines de ces mesures. Le député de Montmagny, Liselet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Madame la Présidente, comme je l'ai dit dans mon texte, dans mon discours, on a été contraints, au même titre que le gouvernement, d'appuyer les dépenses qui ont été mises de l'avant concernant la pandémie. On ne remet pas ça en question. Bien évidemment, on trouve que le gouvernement en a fait beaucoup trop, mais ça, c'est une autre question. La question des jeunes, par ailleurs. Je suis un homme d'affaires, moi, Madame la Présidente. J'ai des jeunes employés qui travaillent chez nous. Ils ne travaillent pas des salaires de 80, 100, 200 000 par année. C'est des gens et des jeunes qui travaillent, qui veulent gagner leur vie puis acheter leur maison. La problématique avec les déficits, s'il fallait que moi, dans mon entreprise, vous allez me dire qu'un gouvernement, ce n'est pas un déficit, je vous l'accorde, mais ça reste que si j'avais la même pensée logique que le gouvernement actuel dans mon entreprise, ça ferait longtemps que je serais en faillite, ça n'a aucun sens. On était déjà en croissance économique quand le gouvernement, d'ailleurs, ils ont repris un gouvernement qui avait 0 déficit. En 2015, on était retourné à l'équilibre budgétaire, donc on aurait pu croire, puis le pays était en croissance économique à ce moment-là. Ben non, M. Trudeau avait promis 3 petits déficits de 10 milliards, et là, on est rendu à je ne sais plus combien. C'est qu'il ne devrait pas utiliser le nom du premier ministre ou autre nom à la Chambre. Questions et commentaires. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Merci, Madame la Présidente. Considérant que le gouvernement avait mentionné d'entrée de jeu qu'il n'était pas le moment de parler d'un transfert en santé, quand on regarde le budget qui semble être un budget davantage post-pandémie, j'aimerais savoir de mon collègue, considérant que c'est une requête d'un transfert en fait sans condition, venant et du Québec et des provinces, et que mon collègue aussi connaît très bien ce qui se passe au Québec, j'aimerais qu'il m'explique que pense-t-il, en fait, de la proposition qui a été faite pour établir un sommet sur la santé? Parce que, clairement, nous sommes après la pandémie, en fait, à post-pandémie, là. Merci. L'honorable député de Montmagny, Liselet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Je remercie ma collègue de Laurentides-Labelle. Madame la Présidente, elle a raison de dire qu'on pourra faire tous les sommets du monde. Là. Les gouvernements provinciaux ont demandé par le Conseil de la Fédération d'augmenter les transferts en santé. Lors de la dernière élection, le Parti conservateur avait promis de faire d'augmenter les transferts en santé sans condition. Ce qu'on voit dans ce budget-là et ce qu'on voit dans l'attitude de ce gouvernement-là envers les provinces, et particulièrement envers la santé, c'est qu'ils veulent augmenter les services par les ententes qu'ils ont créées avec le NPD, mais avec augmenter les sommes, mais aussi de dire comment ils vont dépenser ces sommes-là. C'est pas comme ça qu'on fait du fédéralisme, d'ouverture et de travailler de façon conjointe avec les provinces, Madame la Présidente. On n'attend pas une brève question. L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour son discours. Une des propositions les plus populaires qu'on avait au NPD la dernière élection, c'est d'avoir des soins dentaires accessibles pour les gens, c'est-à-dire que le gouvernement puisse payer les factures. Qu'est-ce qu'il dit aux gens de sa circonscription qui n'ont pas les moyens, qui sont trop pauvres pour se payer un dentiste, que son parti, le Parti conservateur, est contre le fait que les plus démunis puis la classe moyenne n'aient pas accès à des soins dentaires payés par le gouvernement, puis qu'ils ne viennent pas me dire que ça coûte trop cher parce qu'il y a 2 semaines, ils étaient d'accord pour tripler les dépenses de l'armée canadienne.
L'honorable député de Montmagny-L'islay, Kamouraska, Rivière-du-Loup, une brève réponse. s'il vous Elle plaît. va être très brève. Avec les résultats que le NPD a eu à mon comté, il faut croire que ce n'était pas une très bonne idée, Mme la Présidente.